Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette neuvième fiche d'histoire des relations internationales consacrée aujourd'hui à un chapitre intitulé La fin de la guerre froide de 1981 à 89. Fondamentale partie puisque cette longue période de la guerre froide a quand même marqué tout ce qui va se passer après 1945, on l'a vu, hein, et ouvrir surtout de nouvelles relations internationales qui vont naître justement de la fin de cette guerre froide, et ça c'est ce qu'on verra dans le chapitre suivant, le chapitre final d'ailleurs de clôture, hein, de ce cours. Trois parties dans cette fiche. La première qui va ouvrir vers une crise de succession absolument dramatique suite à la mort de Brejnev en novembre 82. Brejnev, personnage qui avait tout paralysé, qui avait accompli un certain nombre d'erreurs stratégiques importantes, personnage aussi quand même qui avait réussi à mettre en place cette fameuse détente, mais enfin c'était pas forcément grâce à lui, mais plutôt quand même aux politiques originales menées par De Gaulle et ensuite par Willy Brandt, le fameux couple franco-allemand, hein, bien sûr. Période quand même absolument dramatique de cette, comment dire, intitulée d'ailleurs par moi Agonie d'un monde, hein, de 82 à 85. Ensuite, nous verrons les tentatives ultimes de réforme mises en place par Gorbatchev, hein, entre 1985 et 1991. Et puis, on terminera autour de cette fameuse année 89 qui va quand même voir s'effondrer le communisme à l'Est, tomber le mur de Berlin, et puis surtout voir que ces grands changements au niveau international, hein, eh bien, vont se produire aussi ailleurs dans le monde. Hein, c'est sur quoi nous conclurons, hein, en allant voir un peu ce qui se passe au Chili, ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en Chine la même année. Ça sera extrêmement intéressant, je pense, de le voir dans cette fiche. Première partie, donc l'agonie d'un monde, les successeurs d'une URSS en crise. Hein. Deux personnages principaux sont à retenir pour cette période, hein, puisqu'ils vont avoir un pouvoir extrêmement limité. Hein. Surtout quand on voit, rappelez-vous, Brejnev, c'est presque 20 ans de pouvoir, hein, 18 ans de pouvoir en tout cas, hein, de 64 à 82. Hein. Le premier de ses successeurs, c'est Yuri Andropov, l'ancien chef du KGB, un personnage donc on imagine va être là pour rétablir l'ordre et remettre un peu en état un système bien abîmé. 12 novembre 82 pour son accession au pouvoir. Il meurt le 9 février 84. Hein. Sur le plan intérieur, il va mener des réformes, notamment sur le plan de la corruption, sur leur organisation du travail, sur le KGB, et aussi des réformes économiques. C'est intéressant de le noter pour Andropov, puisque s'il n'y avait pas eu Andropov, il n'y aurait peut-être pas eu Gorbatchev après, car Gorbatchev, justement, a été poussé, justement, dans la nomenclatura soviétique vers l'avant par Andropov. C'était un peu le poulain, hein, de Andropov. Important de le noter, ça comptera pour la suite. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Deux événements importants qui sont négatifs et deux tentatives de détente. Premier événement négatif, c'est l'aggravation de la crise des euromissiles. Rappelez-vous, on avait parlé la dernière fois, qui avait commencé, hein, à la fin des années 70. Cette crise des euromissiles qui reprend de plus belle, hein, parce qu'Andropov, en gros, fait pointer ses fusées vers d'autres zones que l'Europe pour essayer d'étendre un peu les choses. Malheureusement, ça ne marche pas, personne n'est dupe, et comme vous le savez, il faudra attendre Gorbatchev pour que cette crise enfin se termine. La deuxième de cette période, c'est évidemment la triste affaire de la destruction du Boeing sud-coréen, Boeing d'aviation civile, qui quittait la Corée du Sud pour se rendre aux États-Unis en passant au-dessus de la Sibérie soviétique. La DCA soviétique, pour des raisons diverses, confond cet avion avec autre chose. Elle, là-bas, évidemment, ça provoque un scandale, d'autant plus que la tension internationale sur Andropov va remonter d'un cran.
car tout simplement, notez-le, depuis le début des années 80, eh bien, le successeur du président américain Carter, qui était un président relativement faible, c'est le républicain donc Ronald Reagan, hein, personnage haut en couleur, particulièrement anticommuniste, hein, et qui va intensifier, hein, dès son arrivée au pouvoir, la politique anti-soviétique, hein, pour donc écraser évidemment ce qu'il appellera à l'époque, hein, ne l'oublions pas, l'empire du mal, hein, notamment renforçant la course aux armements, hein, avec la fameuse initiative de défense stratégique, c'est-à-dire cette guerre spatiale promise, hein, donc dans le cadre de la guerre froide, et qui devrait permettre d'avoir un système de destruction des missiles soviétiques depuis l'espace. Les soviétiques, et c'est une des raisons de la chute de l'empire soviétique d'ailleurs, n'arriveront pas, hein, à rattraper cette fois-ci leur retard dans cette nouvelle dimension spatiale de la course aux armements. Donc destruction de ce Boeing, évidemment, grand scandale, 269 morts quand même. On dira plus tard que peut-être ce Boeing effectivement était équipé de caméras d'espionnage. Enfin, il s'agit quand même d'une grosse bévue que la destruction d'un avion civil. On a vu d'autres cas depuis dans l'histoire des relations internationales. Deux autres choses que tentera Andropov avant de mourir en février 84, hein, c'est d'abord de sortir du guépier afghan, hein, la fameuse guerre d'Afghanistan dont on a parlé la dernière fois, en essayant d'organiser une trêve. Ça ne marchera pas, et ça sera un échec. Deuxième tentative également, sortir un peu de cette image négative de l'écrasement du printemps de Prague en 68, en envoyant une lettre de soutien à Alexandre Dubček. Mais là aussi, les Tchécoslovaques ne se remettent pas évidemment de cette ultime opération de normalisation de la fin des années 60. Andropov meurt en février 84, et on aurait pu croire que Gorbatchev allait lui succéder, mais non. C'est encore un personnage, hein, cette fois-ci extrêmement conservateur, et surtout sans aucune innovation, qui arrive au pouvoir. C'est Konstantin Tchernenko, qui est un vieillard déjà très malade. Du 13 février 84 au 10 mars 1985, pour Tchernenko, hein, qui, dans le cadre de cette fiche, retenez-le, ne fera pratiquement rien pendant la période de ces 13 mois au pouvoir. La transition se met en place, hein, et c'est Gorbatchev, hein, qui donc arrivera aux affaires en 1985, hein, donc après le décès de Tchernenko, avec donc son fameux programme, hein, de réforme à la fois économique, et politique. Gorbatchev, évidemment, c'est l'homme de la rupture, hein. C'est lui qui va vraiment rencontrer Reagan, hein, dans les premières réunions internationales, et qui va mettre en place, esquisser, hein, ce qui sera le processus du désarmement, hein, de la désescalade, hein, et puis progressivement, tout simplement, de la sortie de guerre froide, hein, pour mener justement à ce qui va se passer lors de la fameuse année 89 que l'on va voir bien sûr ensemble. Alors cette politique de Gorbatchev a deux axes, hein, qu'il faut retenir, hein. C'est la glasnost, hein, qui signifie en russe transparence, qui est le volet politique, hein, des réformes, hein, c'est-à-dire rétablissement de la liberté de la presse, autorisation de réunion, le retour en gros aux libertés fondamentales. Et oui, ça ressemble beaucoup à la politique de Dubček, hein, en 1968, hein, et Gorbatchev qui le dira lui-même, hein, je vous le rappelle, on l'a déjà vu. Le deuxième volet, c'est ce qui va être mené en matière de politique économique, c'est-à-dire la perestroïka, hein, perestroïka, la restructuration, hein, où il va s'agir évidemment, tout comme l'avaient tenté aussi les Tchécoslovaques des années 68, hein, un peu avant peut-être, de introduire des notions de capitalisme dans l'économie soviétique afin de la moderniser, et puis surtout de relever l'économie soviétique qui est exsangue, hein, en ce milieu des années 80. Donc on est dans une situation vraiment dramatique.
Conséquence de tout cela, eh bien, vous le savez, conséquence de tout cela, eh ben, ça va être que ça va être un échec pour Gorbatchev. Pourquoi? Parce que ces réformes arrivent trop tard, beaucoup trop tard, et qu'elles vont avoir deux conséquences importantes, ces réformes. La première de ces conséquences, ça va être d'une part l'éclatement de l'Empire soviétique lui-même, ce gigantesque pays composé d'États, notamment dans son sud, comme je vous l'avais dit, comme l'Afghanistan, comme comme l'Ouzbékistan, comme le Kazakhstan, tous ces pays oppressés, ou le Bélarus à l'ouest, ou l'Ukraine, qui vont tous demander à faire sécession de l'Empire soviétique, dans le cadre de la fameuse, justement, politique de glasnost et de perestroïka. Donc, délitement de l'Empire, et puis, surtout, l'année 1989, qui est quand même à retenir dans cette affaire, la fameuse année où, justement, eh bien, le système soviétique à l'Est, le fameux glacis du bloc, va s'écrouler. Ça va commencer en Pologne, de nouveau avec Lech Walesa, bien sûr, qui avait été arrêté en 1980 lors de la fameuse état de guerre de Jaruzelski. Cette fois-ci, le Parti communiste polonais n'a plus le choix que de discuter, et ce sont des réformateurs gorbatcheviens qui vont accéder au pouvoir et qui vont ne plus avoir d'autre choix que de rétablir le pluralisme politique. La Pologne sera le premier des pays de l'Est à quitter le camp socialiste à la fin des années 80, donc en 1989. Et puis, gros morceau, bien sûr, de cette année 89 dans le bloc de l'Est, c'est bien sûr l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est qui va s'effondrer comme un château de cartes. Le mur de Berlin, qui le 9 novembre 89 va tomber. Et ensuite, à partir de là, c'est la débandade généralisée dans tous les pays de l'Est qui vont tous, les uns après les autres, redevenir des démocraties, plurielles, et donc bien sûr avec des vraies élections libres cette fois-ci, pas comme en 45, entre 45 et 49, des vraies élections libres qui vont envoyer balader un peu partout tous les partis communistes, évidemment, qui avaient pris le pouvoir, qui exerçaient ce pouvoir sans partage depuis le tout début de la guerre froide. Donc, fin du glacis soviétique à l'Est, et puis enfin, fin tout simplement de l'existence de l'Union soviétique, qui le 25 décembre 1991 est dissoute au profit de la naissance de la communauté des États indépendants, avec la Russie en son centre. Communauté des États indépendants, qui verra bien sûr le premier de ses leaders arriver au pouvoir, Boris Yeltsin, pendant une dizaine d'années, et après vous savez que ce sera évidemment Vladimir Poutine qui prendra la suite. Cela évidemment est une autre histoire. Autre point également de cette année 89, c'est ce qui va se passer également ailleurs, parce que c'est une année extrêmement importante dans les relations internationales. C'est l'année où tout change, en fait, quelque part, où tout le vieux système va disparaître, celui dont on a parlé déjà dans tant de fiches, pour donner naissance au nouveau système qui va se mettre en place. Ce nouveau système qu'on va appeler d'abord le nouvel ordre mondial, puis on verra après qu'il n'y aura plus vraiment de nouvel ordre mondial, mais plutôt un monde plus multipolaire, pluripolaire, avec des grands axes nouveaux en matière de relations internationales. Ça, c'est ce qu'on verra évidemment en détail la prochaine fois. Dans ces changements ailleurs, le Chili d'une part, qui était une dictature anticommuniste soutenue par les États-Unis, mis en place en 1973, en septembre 73, avec le général Pinochet, qui avait liquidé le gouvernement de gauche de Salvador Allende, Allende lui-même se suicidant, rappelez-vous de tout cela. Là, c'est une grande vague avec ça de démocratisation de l'Amérique latine qui va se mettre en place, extrêmement important. Ce point, ça commence aussi donc pour l'Amérique latine, effectivement, autour de la fin du régime de Pinochet en 1989. Allons un peu plus loin, on en avait déjà parlé, c'est ce qui s'était passé
Rappelez-vous, en 1979, 10 ans auparavant, en Iran, avec un pays, donc l'ancienne Perse, hein, si vous voulez, qui était donc un pays totalement solidaire des États-Unis, hein, et avec le Shah d'Iran, etc. Et les États-Unis vont perdre ce pays qui, à la faveur d'une révolution islamique cette fois-ci, hein, va mettre en place un État islamique avec son leader, l'ayatollah Khomeini. C'est le début de la menace islamique, hein, ça commence effectivement en 79. En 89, de grands changements vont avoir lieu aussi en Iran parce que Khomeini meurt, hein, et ce sera le début d'un lent processus encore à l'œuvre aujourd'hui, hein, tout simplement de détente politique interne de ce pays, hein, alternant évidemment avec des moments de tension de nouveau. Mais l'Iran commence à rebouger à partir de 89, c'est également important. Et puis il y a un autre géant communiste qui bouge aussi en 89, hein, et celui-là, ça va pas durer, hein, ça sera pas du tout le même scénario qu'en Union soviétique, c'est la Chine. La Chine qui, effectivement, au printemps 89, va vivre son premier printemps, justement, un peu dans le genre du printemps de Prague, où les étudiants vont se mettre en grève, vont occuper la place Tiananmen, cette immense place capitale de Pékin. C'est le début aussi des fameux mouvements d'occupation de place, hein, qu'on va retrouver bien plus tard, hein, dans les années 2010, hein, avec notamment les révolutions arabes. Hein. Et là, la place Tiananmen est occupée, et les étudiants demandent effectivement tout simplement à ce que les réformes de type de Gorbatchev soient également incluses dans le socialisme chinois. Réaction épidermique du pouvoir chinois qui se cabre et enverra l'armée écraser cette tentative de révolution, en tout cas de changement de socialisme ou de socialisme à visage humain à la chinoise. Hein. Tout simplement pourquoi? Parce que le vieux leader Deng Xiaoping, hein, qui avait, après Mao, réformé l'économie, qui avait réussi ce que les Tchécoslovaques, hein, ou Brejnev n'avait jamais voulu faire, ou ce que les Tchécoslovaques voulaient faire, les Chinois, eux, l'ont réussi dans les années 70 avec ses réformes économiques, hein, avec 70-80, et il était hors de question pour les vieux classiques du Parti communiste chinois d'aller vers des réformes politiques qu'ils savaient très bien, parce qu'ils ne sont pas idiots bien sûr, savaient très bien les auraient poussés tout simplement vers la sortie. Donc, dans la Chine, démocratie, oui, pour l'économie, mais sûrement pas pour la population. À l'heure actuelle, je vous le rappelle, c'est toujours la même situation, mais le printemps de Pékin, de Tiananmen en 89, restera bien sûr dans les mémoires, d'autant plus que son écrasement sera un massacre qui fera des dizaines de milliers de morts. C'est probablement les chiffres comment dire, certes controversés, mais que l'on a aujourd'hui. Voilà donc qui termine cette fiche sur la fin de la guerre froide. Retenez donc que ça se termine entre 89 et 91, qu'après de grands changements vont se mettre en place, une restructuration des relations internationales, une redéfinition. On y reviendra dans le dernier chapitre donc, que nous examinerons ensemble la semaine prochaine. Je vous invite donc à liker cet épisode si il vous a plu. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne si elle vous intéresse. Elle comporte bien d'autres choses. Je vous invite à aller les découvrir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.